Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, on s'en va un petit peu dans le nord, on s'en va à Saint-Ubalde rencontrer Pascal Vaillancourt de la distillerie Ubalde. Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent nous inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Bonjour tout le monde! Comment ça va, Patrick? Ça va très bien, merci, toi? Ça va super bien. Écoute, on est dans un moment là, hyper trippant parce que notre vodka de patate s'en vient. Ça fait des mois, je dirais même des années qu'on travaille là-dessus. Donc, on est super heureux là, d'arriver avec un super beau produit qui va sortir dans les SAQ sous peu. Puis, les gens vont pouvoir s'en procurer à la distillerie très, très bientôt. Donc, c'est ça, fin mai à peu près 2021, vous devriez arriver en tablette. Oui! Et puis, ben, on va rentrer un petit peu dans l'histoire de la distillerie. Toi, tu étais une passionnée de martini, tu as creusé fort pour trouver la meilleure combinaison. Puis en creusant, tu t'es rendu compte, ben oui, des spiritueux, ça existe au Québec. Là, depuis ce temps-là, tu t'es plus intéressé à la création de ça. Comment que c'est né la distillerie Ubalde? Mais en fait, la distillerie Ubalde, c'est la rencontre. Tout est né d'une rencontre. Dans le fond, nous, puis c'est une histoire de quatre, là. C'est une belle synergie puis une belle complémentarité. On est quatre dans ça. Il y a Hugo Dastou, qui est mon conjoint. Il y a moi. Il y a Stéphane et José, qui sont, dans le fond, dans l'agriculture depuis plus d'un demi-siècle. C'est fascinant. Dans la culture de la pomme de terre. Puis, nous, on a toujours été passionnés par les cocktails, surtout moi, le martini, comme tu disais. Mais en fait, on est venu à en parler à un moment donné, puis on a dit hey, pourquoi on ne ferait pas une vodka de pomme de terre ou une vodka de patate? Puis c'est là qu'est née toute cette histoire-là. Le reste, de fil en aiguille, bien là, on est devenu comme hyper emballé par ce projet-là. On a fait beaucoup de recherches, beaucoup de tests. Je dirais énormément de tests, énormément de recherches. Puis, on a, dans le fond, cette rencontre-là a mené au projet de la distillerie qui est Ubalde. Dans le fond, on a dit, on part une distillerie. On a voulu que ça soit ancré dans notre communauté. On a voulu mettre de l'avant la communauté de Saint-Ubalde. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, quoi de mieux que l'appeler la distillerie Ubalde? Ben oui, c'est le fun. On a un peu partout dans le monde. Le cognac, ça vient de la région de Cognac, puis tout, fait qu'on on associe. Fait que là, le monde va vouloir dire ben, c'est où ça, Saint-Ubalde, on va aller le visiter. Fait que, mettons vite, là, si on parle de comment se rendre le plus facilement chez vous, ce serait comment? Ben, le plus facilement, en fait, c'est de prendre l'autoroute 40. Dans le fond, je dirais que Saint-Ubalde, c'est à mi-chemin entre Trois-Rivières et Québec. Fait que dans le fond, on prend la route sans aller à Trois-Rivières ou à Shawinigan de Québec. Puis, dans le fond, c'est au nord. Fait qu'on prend, là, on prend une sortie, mais c'est écrit, là, c'est la route 363. Je ne sais pas le numéro de la sortie. Mais en fait, on prend une sortie qui se rend vers Saint-Casimir, Saint-Ubalde, puis on peut se rendre jusqu'à Saint-Ubalde. Okay, fait que c'est pas super loin des petits poissons des chenaux, Saint-Anne-de-la-Pérade. Saint-Anne-de-la-Pérade, Deschambault, Grondines. Effectivement, c'est dans ce coin-là, là, si on reste sur le bord du fleuve, là, c'est exactement, oui, près de ça. La sortie d'autoroute dans le parking chez vous, c'est combien de temps à peu près? Je dirais 25 minutes, 20-25 minutes. Oui, ça serait un bon guess. Fait que là, vous êtes rencontrés les quatre. Vous Oui. avez dit, ben, gars, ça se fait-tu? On se lance, ça. Fait que là, il y en avait deux qui étaient plus côté agriculture, ils étaient déjà dans la pomme de terre. Donc, d'où l'idée d'une vodka de patate. Et puis, après, la recherche et développement, pour savoir comment on crée tout ça, vous avez pris vos inspirations, vos connaissances où? Bien, en fait, Hugo et moi, on est passionnés. Fait qu'on a commencé par comprendre, puis ça fait longtemps, là, ça date pas d'hier, mais on a commencé par essayer de comprendre comment se fait les spiritueux, comme la distillation, c'est quoi les matières premières, c'est quoi les intrants. Puis on a dit, ah, ben oui,
ça existe, la vodka de patate. Fait qu'on a commencé à faire beaucoup de visites. On a voyagé beaucoup dans le Maine, aux États-Unis, au Kentucky, en Europe, pour découvrir, dans le fond, plein de possibilités. Puis là, on s'est mis à voir toutes sortes de façons de fabriquer tout ça. Puis, toutes sortes, je dirais, d'alambics. Fait qu'on s'est mis à magasiner, à regarder les alambics, à découvrir tout ça. Puis, on ne s'est pas demandé si ça se faisait. En fait, on s'est dit, on veut le faire. Nous autres, on est comme, ah oui, on le fait. Puis, on a fait des tests. On a fait beaucoup de tests. On a fait beaucoup d'essais-erreurs, de tests de goût. Parce qu'il faut dire que dans toutes nos visites, on a visité beaucoup de distilleries qui font de la vodka de patate. Beaucoup. Je dirais 4-5, mais c'est quand même assez révélateur que le goût, au niveau de la vodka de pomme de terre, peut être très différent d'une distillerie à l'autre. Fait que ça, nous, on a fait « Ah ouais, il y a différents goûts ». Puis à un moment donné, moi, c'est ça, j'ai essayé beaucoup de vodka polonaise, des vodkas, parce que en Pologne, puis dans les pays russes, ils ont beaucoup utilisé la pomme de terre comme intrant pour faire des spiritueux, dont la vodka. Et puis là, j'ai dit, OK, de la bonne vodka de patate, ça existe, il faut réussir à en faire. Fait qu'on a décidé de faire des tests. On a fait des tests, puis plein de tests, jusqu'à un jour où on a pris 4-5 vodkas, dont la nôtre. On a fait une dégustation à l'aveugle avec José et Stéphane. Puis là, je te dirais que ça a clenché. Notre vodka est arrivé première pour toute la gang. On tripait, on était super heureux. Puis on a dit, si on réussit à faire ça en grande quantité, c'est fou. Puis tu sais, Patrick, je vais te dire quelque chose, là, c'est super important. Mais partout où on est allé, là, souvent, là, je te dirais 80% du temps, on se faisait dire, vous voulez faire de la vodka de pomme de terre? Vous êtes complètement fou. On se faisait dire ça. Vous êtes complètement fou. Aujourd'hui, cette folie-là, là, c'est une belle folie, je la comprends, mais en même temps, je suis super enthousiaste parce que c'est tellement bon. C'est tellement bon, c'est tellement bon. Même dans les rêves les plus fous qu'on avait, là, c'est ce goût-là qu'on recherchait. Fait qu'on était super heureux d'atteindre ça. Fait c'est à ce moment-là, à partir de cette dégustation-là, tout ça, là, on était emballés, on avait fait des tests, puis là, le projet a pris que de la vitesse depuis ce temps-là. C'est ça, on se dit souvent aussi dans nos masterminds d'entrepreneurs, c'est que c'est pas juste d'avoir une idée, c'est de savoir qu'elle est déjà réalisée, c'est juste de trouver le moyen de le faire, mais tu sais que ça existe, ça se fait, je vais le faire. Master, je me laisse aller, puis je trouve toutes les solutions pour me rendre à où est-ce que je m'en vais. Fait que, chapeau. Exactement. Exactement. Juste en rentre dans le technique un peu, mettons que tu parles de ta patate, ta sort du champ, là, il se passe quoi avant qu'elle fermente, puis avant que tu la distilles, là, j'imagine que tu la laves au début pour enlever la terre, mais après ça, faut-tu la faire cuire, faut-tu mettre des... En fait, c'est drôle que tu demandes ça parce que il y a plusieurs façons de procéder. Il n'y a pas une recette secrète, mais mettons que je te donnerais des grandes lignes, OK? La première grande ligne, c'est sûr et certain que nous, la pomme de terre, on la râpe, OK? La râper, là, pas à la main, là, mais il faut la râper. Il faut la mettre en petits morceaux pour s'assurer qu'elle puisse bien se dégrader, dans le fond, au cours de l'empâtage. Puis, on va faire cuire, je le mets en parenthèse, cuire, mais on va faire cuire, dans le fond, cette pomme de terre-là. Avec plein d'ajouts secrets, tout ça, on va finir par dégrader tout cet amidon-là en sucre fermenticible, puis on va faire fermenter ça. Il faut savoir que dans la pomme de terre, il n'y a pas beaucoup d'amidon si on compare ça à la céréale. OK? Ça prend beaucoup de pommes de terre. Fait qu'un ratio dans une cuve d'empâtage de pommes de terre versus le ratio qu'il y aurait, mettons, pour de la céréale, dans le fond, on met beaucoup de pommes de terre. Il y a beaucoup d'eau dans la pomme de terre et pas beaucoup d'eau. Fait qu'on fait tout cuire ça. On dégrade, dans le fond, notre amidon en sucre fermenticible. Et puis, on fait fermenter ça. Nous, on a décidé de faire un produit haut de gamme, puis on va faire un produit, on aurait pu faire un choix
de dire, ben, on va faire un mélange. Ça aurait pu être ça, mais on a fait le choix de mettre que de la pomme de terre. Donc, ça prend beaucoup de pommes de terre. Dans une bouteille, ici présente, il peut y avoir 12 à 16 litres de patates pour faire. OK. Oui, parce que, dans le fond, ça prend beaucoup de pommes de terre parce qu'il y a peu d'amidon. Donc, peu d'amidon égale peu de sucre pour pouvoir faire ce produit-là. Mais ça en fait un produit qui est super bon, qui est excellent. Là. Et puis après, votre eau, est-ce qu'elle vient d'une source chez vous? C'est-tu une eau de pas loin que vous faites venir? C'est comment? Bien, en fait, ça, c'est une autre affaire. C'est pas secret, là, mais à Saint-Tubal, il y a beaucoup d'eau, il y a une belle nappe phréatique, puis il y en a partout au Québec. Là. Je ne veux pas inventer de légende urbaine de Saint-Tubal, mais l'eau est quand même assez pure. Donc, elle n'est pas traitée, l'eau ici. Fait que c'est une eau très pure. Fait que nous, on y apporte, dans le fond, un traitement minimum pour s'assurer de la pureté de tout ça. Mais, je veux dire, c'est l'eau, il y en a partout. Et c'est une nappe, dans le fond, avec une eau d'une très grande qualité. On m'a déjà dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais on m'a déjà dit que c'était le village à Saint-Tubal, au Québec, qui avait la meilleure qualité d'eau sans traitement. C'est à vérifier, mais on m'a dit ça. Fait que moi, là, j'étais emballée, puis c'est vrai que c'est une eau il n'y a pas de chlore, je n'ai pas besoin de déchlorer l'eau, fait que c'est une eau qui est très savoureuse. Si ça rentre dans notre vodka, ça fait un beau mariage de tout ça. As-tu parlé des sortes de pommes de terre? Ah ben oui, on peut en parler. En fait, ce que je peux te dire sur les variétés de pommes de terre, c'est pas toutes les variétés qui sont égales face à la vodka. On va dire ça comme ça. Okay. Il y a des variétés où c'est pas nécessairement gage de... C'est pas très bon. Il y a des variétés où il y a beaucoup plus d'amidon, donc c'est sûr que nous, on va privilégier ces variétés-là. Mais en fait, c'est sûr et certain que nous, on a fait beaucoup de tests, puis il y a des variétés de patates qui sont meilleures que d'autres. Fait que nous, on prend ce qui est le meilleur pour nous donner notre vodka. Fait que c'est ça. Fait que c'est ce que je pourrais te dire sur les variétés. Et puis, un coup que tu t'as râpé, puis tu as mis toutes tes affaires pour que ça fermente, tu montes à combien à peu près ce jus de patate-là? Il monte à combien de taux d'alcool? C'est très variable, en fait. C'est très variable, mais c'est beaucoup plus bas que les céréales. Puis c'est excessivement variable. En fait, la variabilité vient du fait que des fois, on a des mélanges de variétés différentes. Là. Il y a des variétés qu'on ne prend pas, mais on met le mélange de variétés. Puis ça dépend aussi de l'eau qu'il y avait dans la pomme de terre. Est-ce une pomme de terre que j'ai récoltée cette année ou c'est une pomme de terre que j'ai récoltée qui était dans mes entrepôts? Parce qu'on garde ça dans des entrepôts réfrigérés. Fait que je te dirais que c'est variable. Fait que c'est pour ça que c'est beaucoup plus bas que la céréale, mais c'est très variable, tout dépendamment de, dans le fond, l'état de la pomme de terre. C'est quoi, c'est genre 2 puis 6? Oh non, c'est plus que ça. C'est un petit peu plus que ça. OK. Oui. Au moins. Oui. C'est pas si dramatique que ça. Non, mais tu sais, je veux dire, comme je te disais tantôt, là, ça prend beaucoup de pommes de terre pour faire une bouteille, là. Fait que c'est sûr et certain que c'est très variable. Je te dis entre 12, puis il y en a qui vont dire jusqu'à 18 livres de pommes de terre. J'ai déjà vu ça dans la littérature. Moi, je dis que c'est entre 12 et 16, 12, 15, 11, 18. Tu sais, entre 10 et 20, là, il y en a plein qui disent ça, là, mais moi, je dis plus 12 et 16. Là. Pour ça qu'on ne peut pas arriver à mettre une valeur, tu sais, c'est 15 livres de pommes de terre dans cette bouteille-là. Là. Fait que c'est très variable. L'association avec Dolbec, ça marche comment? Est-ce que vous pouvez comme les aider à passer des pommes de terre un petit peu plus vieilles, justement, que tu parlais des entrepôts, une récolte de l'année d'avant, qui vont pouvoir mettre en marché les patates de cette année, ou comment que ça fonctionne? Bien, nous, en fait, on cultive, on en fait de la culture, là. On fait de la culture de céréales, tout ça, la distillerie. On fait de la culture autour de la distillerie aussi. Mais ce qu'on prend de chez Patate, dans le fond, c'est les pommes de terre qui n'ont pas nécessairement de marché. Fait que c'est des pommes de terre qui ont des blessures mécaniques parce qu'il faut savoir qu'avec beaucoup de terre comme ça, ce n'est pas cueilli à la main.
by the way. Hein? Ah non! Non! Fait que quand il y a des blessures mécaniques, tout ça, c'est des pommes de terre qui n'ont pas nécessairement un marché pour la consommation dite d'épicerie. Là. Puis là, je ne suis pas très bonne dans ces affaires-là. Là. Mais nous, on la prend, cette pomme de terre-là. Fait que on lui donne une seconde vie, puis en fait, on lui donne une seconde vie ultra. Je veux dire, la transformer en vodka de quoi de plus beau que de transformer une patate qui a une blessure mécanique en vodka. My God! C'est ça la beauté. C'est que c'est ça. Des fois, on a des pommes de terre qui sont difformes, mais ça n'a pas rapport. C'est parce qu'elle est à côté avec notre patate. Puis, elle a tellement une forme bizarre que, je veux dire, dans le sac, elle prendrait la place de fait que c'est ça. Fait que, c'est toutes ces patates-là qui sont triées parce qu'on a un centre de tri d'emballage. Fait que ces pommes de terre-là qui n'ont pas nécessairement de marché, de consommation, nous, on les prend et on les transforme en super vodka. Wow! Et puis, après ça, avec toutes les patates pilées que ça donne à la fin, là, vous faites quoi? La patate qui reste, ben, nous, en fait, c'est pas après la fermentation parce que tout ce gruau de patates-là, on passe ça dans notre alambic en continu. OK? Puis, c'est à la fin de ce processus-là, donc la drèche. On reprend cette drèche-là, puis on la réutilise. En fait, la drèche de céréales, même la drèche de pommes de terre, c'est très riche en minéraux et en protéines. Fait que pour les animaux, mais nous, on les réétend dans des champs, fait qu'on va faire une réutilisation de ça en séparant l'eau et le solide de tout ça pour pouvoir en faire un engrais. Puis même peut-être une nourriture. Qui sait, on a déjà été approché des gens qui veulent notre drèche. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose qui est très prisé parce que c'est énormément riche en protéines et en minéraux. Fait que les cultivateurs en veulent. Tu viens de fermenter tes patates. Après, ton alambic, ça a l'air de quoi? Vous avez trouvé ça en Italie, mais comment vous l'avez magasiné? Comment vous avez déterminé le choix là, de votre alambic? De l'alambic? En fait, on a plusieurs alambics. Puis, tu sais, ce qu'il faut savoir quand on fait de la vodka, c'est qu'il faut amener le niveau d'alcool à 96 %. Fait que c'est pas simple avec des alambics hybrides, c'est-à-dire pas de style et des colonnes de distillation. Puis nous, dans le fond, on fait de la vodka de patate, mais on veut faire beaucoup d'autres produits. C'est sûr, il y a des gins avec notre propre alcool neutre. On veut aussi faire des whiskies, on veut s'en aller dans ça. Fait qu'il a fallu regarder, dans le fond, le roadmap produit au complet qu'on avait l'intention de faire pour pouvoir faire un choix d'alambic. Puis ça, ben moi, j'en connaissais, mais je n'ai pas de mérite dans le choix parce que c'est beaucoup Hugo qui est allé voir chacun des fournisseurs. Il est allé aux États-Unis, il est allé en Europe, il est allé voir plein de fournisseurs pour faire un choix éclairé. Puis, il faut savoir que nous, on avait fait la route, la Bourbon Trail au Kentucky. Puis, on avait vu les alambics en continu. Fait qu'on a comme fait, ça prend ça, un alambic en continu, un alambic de type coffee still. Ouais. Ça fait que là, on était comme un peu titillés de ça. Fait que dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a équilibré, dans le fond, notre production avec une première distillation de notre low wine dans un alambic qu'on appelle vraiment un alambic à colonne. C'est un alambic en continu. Il y a juste ça, une colonne et un préchauffage. Les gens appellent ça type coffee still, là, mais c'est une colonne avec du préchauffage de type coffee still. Fait que, on a choisi ça pour faire notre première distillation. Puis, on a choisi ça aussi parce que pour les whiskies, ça va nous conférer beaucoup de possibilités qu'on n'aurait peut-être pas pu avoir avec d'autres types d'alambics. Puis, pour pouvoir avoir notre 96 % et notre pureté et notre clarté pour notre vodka, bien là, on est allé avec un alambic, dans le fond, de type hybride, où là, on a vraiment un pot de style, puis des colonnes de distillation, de rectification avec nos plateaux. Fait qu'on arrive avec des taux d'alcool assez correct. Super parfait pour la vodka. Et puis, tu as combien de plateaux dans cet alambic-là? Ah, ben il y en a beaucoup. Je ne veux pas tout révéler, Caroline. Mais il y en a beaucoup. En fait, on s'est fait aussi accompagner par des consultants.
Puis, il nous a dit, ben, si tu veux vraiment faire une bonne job ou que tu en aies plus que 25, mais on en a plus que ça aussi, là, parce qu'on voulait faire une bonne job, avoir un alcool d'une grande pureté. On voulait faire une très bonne vodka. Fait que on a plus que ça. Il va falloir que tu viennes visiter la distillerie pour découvrir la Oui, réponse. avec plaisir. C'est pas loin, là. Tu vas être une petite route, là. Ben, justement, matin, on vient d'acheter un char électrique, fait qu'on va pouvoir se rendre facilement chez vous. Sais-tu quoi? En plus, tu peux te brancher chez Patate. Il y a des prises électriques pour des prises pour brancher les chars électriques. Des grosses prises, là, pas les prises, les vraies. Cool, ben, on va aller se Pas tout seul. Puis tu en as parlé un peu. Gin aussi, tu as commencé à travailler sur un gin. Oui, bien, en fait, on veut exploiter, ben, tu sais, tout le concept qu'on a, c'est beaucoup, dans le fond, dans la fabrication de notre alcool neutre. Puis, moi, j'aime dire que la matière qu'on utilise pour faire notre alcool neutre, souvent, les gens vont dire qu'on fait une vodka, les vodkas, ça goûte tout pareil. C'est pas vrai. C'est absent de goût, mais il y a une texture, il y a une rondeur, il y a quelque chose. Fait que moi, j'ai dit, super, on va exploiter ça. On va faire des alcools neutres avec des matières premières différentes pour venir donner au gin une petite coche au-dessus, une petite affaire de plus. Tu sais, un gin, on sait, il y a de la baie de genévrier, il y a beaucoup de botanique. On va mettre en valeur encore une fois des producteurs locaux avec plein de choses qu'on va chercher, mais on part d'alcool neutre. Fait que je peux te dire, mettons là, qu'on fait une petite primeur. Je pourrais te dire qu'on n'aura pas juste un gin. OK. Puis c'est tout lié, dans le fond, au fait qu'on fait notre propre alcool neutre. Fait que ça va y conférer quelque chose de différent. Il y en a beaucoup de distilleries qui commencent à faire ça parce qu'ils réalisent, bien, dans le fond, un alcool de maïs, de base de maïs, bien, quand on va faire, mettons, un alcool base blé ou base de seigle ou même un alcool neutre de pommes de terre, ça confère au gin des notes complètement différentes. Puis il y a plein d'initiateurs là, qui voient ça, qui le font. Fait que ça, c'est extraordinaire. Là. Wow, ben, j'ai hâte de découvrir ça. Puis là, le premier qui s'en vient, y a-t-il une tendance plus fruits? Oui, je peux dire fruits. Okay. C'est tout. Hey, c'est déjà je peux dire ça. fruits, mais je peux dire aussi agrumes. OK. Ouais. Agrumes puis local en même temps. Ben, en fait, on veut amener quelque chose. Tu sais, ce qu'on va faire le plus possible, c'est de prendre nos botaniques ici. On a l'immense privilège d'avoir une équipe d'agronomes avec nous. Fait qu'on fait des recherches, on fait même des recherches au niveau de cultivars, de baies de genévrier, tout ça. Donc, ça nous donne beaucoup de possibilités. Fait que c'est ça, on veut utiliser le plus possible des choses d'ici, sans mettre en péril non plus toute la faune et la flore qu'il y a ici. Donc, on va essayer de voir comment on peut cultiver ça, en faire sortir le plus possible les bénéfices. Fait que, puis ça, on va en avoir aussi ici, proche de la distillerie. On va planter des choses pour que les gens puissent comprendre d'où ça vient, la récolte de tout ça. Fait qu'on va tout montrer ces choses-là. Puis quand je parle d'un profil agrume, je t'amène là parce que je parle d'un profil agrume. C'est un profil citronné, mais on va essayer de ne pas prendre d'agrumes parce que ça ne pousse pas nécessairement ici. Fait que je t'amène sur des pistes. C'est tout à votre honneur là, de travailler avec les choses qui se trouvent autour de chez vous, qui rappellent quelque chose qu'on connaît, mais qui va être local. Ben, c'est ça, c'est toute la mise en valeur de ce qu'on a ici, du territoire, de ce qu'il y a au Québec. Je pense qu'il y a des belles choses. Il y a beaucoup de distilleries qui font des choses extraordinaires. En se creusant les méninges, il y a énormément de belles choses qui se font. Fait que je pense que le Québec, c'est grand. Il y a plein de choses, il y a plein de possibilités. Fait que nous, on explore ces possibilités-là présentement. Fait que c'est pour ça que quand je te dis, il y en a un, là, on sait, on est sur le bord d'amener quelque chose à bon escient, là, on va dire à la sac. Là. Fait que c'est ça, mais c'est ça nos intentions là, quand on dit qu'on
on veut aller là, mais on veut mettre en valeur les producteurs d'ici, les gens d'ici, tout ça. Donc, pour toi, si tout se déroule comme prévu, là, on l'aurait cet été, oui, mi-juin à peu près? Oui, bien, il y a des délais que je peux pas, que j'apprends maintenant. Hein. J'apprends les délais, tous les délais. Les délais et les délais avec la pandémie. Fait que ça, c'est un défi. Puis, ben, en fait, c'est plusieurs défis. On a eu beaucoup de défis, nous, parce que quand moi, j'ai quitté mon emploi une semaine plus tard, on tombait tout le monde en confinement. Fait que, on a vécu des défis avec cette pandémie-là. Et ces défis-là, il y a encore des fois des délais. Fait que ça, moi, je ne peux pas définir ces délais-là, mais oui, on peut penser qu'en fin juin ou au mois de juillet, on ait un gin sur les tablettes. Oui. Yeah. Puis, tu as parlé de whisky, ça, avez-vous commencé à faire vos tests? Oui, ben, on a une super bâtisse. Une autre raison pourquoi il faut que tu viennes visiter la distillerie. Puis on a plein de possibilités autour, puis plein, dans le fond, de choses innovantes qu'on veut essayer. Fait qu'on a nos possibilités. Fait qu'on commence on a commencé à faire des tests, mais on commence dans le fond parce qu'il faut faire vieillir. Dans le fond, notre chef, il faut bâtir nos chefs. Fait que c'est ce qu'on commence là d'ici la fin de l'année de 2021. Fait que oui, pour pouvoir mettre nos barils qui s'en viennent, ça s'en vient aussi. Mais on le fait vieillir 3 ans. Fait que c'est sûr et certain que c'est un minimum. C'est la règle. Puis moi, j'aime bien le whisky. Je ne suis pas très type moonshine. Fait que ça va être un whisky. Ça va être un whisky. Et c'est sûr que le whisky, moi, j'aime beaucoup les whiskies qui ont du caractère, les whiskies type plus genre les bourbons, là, vanillés, caramel. Donc, c'est sûr que moi, j'aime les rails. Fait qu'il va y avoir du seigle dans quelque part, c'est clair. Ça, ben, tantôt, tu nous as donné plein de céréales pour faire des alcools neutres, mais est-ce que tu fais plusieurs tests? C'est ça, j'imagine que tu as déjà du maïs parce qu'avec votre route du Bourbon, le seigle parce que tu aimes les rails. Y a-t-il d'autres céréales qui passent, là? Du blé, de l'orge. Qu'est-ce qu'on a essayé aussi? On essaye plein, mais c'est sûr que ça, c'est une première ébauche, puis c'est une première. Les premiers tests, mais dans nos mash bills, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de maïs, beaucoup de rails, de l'orge, du seigle, de l'avoine. C'est ça. Les possibilités sont infinies. Et ce qui est le fun aussi, c'est qu'ici, on va sélectionner nos cultivars, nos variétés de céréales qu'on fait pousser. Puis je me fais beaucoup aider parce que j'ai aucune. Je connais ça, mais je veux dire, des fois, ils me disent ouais, mais ça, Pascal, c'est plus dur à faire pousser. Ça, il y a des exigences. Ah, oui, on pourrait aller vers ça qui serait plus facile à garder. J'ai OK. Fait que moi, tu sais, je suis aidée au bout par des gens chez Dolbec. Fait que moi, ce que je trouve fascinant, puis j'apprends, là, tu sais, c'est tout les champs de seigle, les champs de blé, les blés d'hiver, les blés d'automne, le seigle. Fait que c'est fascinant et c'est super beau. Puis nous, c'est une culture de rotation. Cette culture-là, c'est pour permettre de garder les terres en santé, pour pouvoir, dans le fond, faire en sorte que les terres vont être capables d'être en mesure de nourrir nos plants, puis nourrir le fait qu'on puisse faire de la pomme de terre. Mais cette culture-là, qui est la culture de céréales, la culture de rotation, ben, nous amène ailleurs en produisant des whiskies et des alcools neutres. Fait que c'est ça. Fait qu'on a notre 100% patate. Il va peut-être avoir d'autres 100% quelque chose, mais c'est sûr que pour le whisky, on va aller plus dans des mash bills, je dirais, peut-être osés. Et puis, à date, les fûts que tu utilises, c'est des fûts neufs, des fûts usagés, des fûts de quoi? Moi, je vais prendre des fûts de chêne neufs pour commencer parce que je veux aller dans un type plus bourbon, mais je ne dis pas que je ne vais pas les finir dans des barils dans d'autres types de barils, là. Mon programme de chai est en train d'être bâti. Et on va explorer plein de choses. Je te dirais que, tu sais, on va être très dans la tradition. Fait que c'est sûr que je vais aller vers les choses qu'on aime. Fait qu'on va explorer des choses et on va être très créatif là-dessus. Ah oui, c'est correct. Puis, c'est un cheminement quand même sur plusieurs années. Fait que si tu joues toutes tes cartes tout de suite, mais dans plusieurs années, mais que ça sorte, mais ça se peut qu'il y en ait 8 qui sortent la même affaire que toi en même temps. Là, fait que c'est correct de garder.
Ben, c'est le fun que tu en parles parce que, tu sais, on parle des spiritueux, on parle du gin, c'est correct, c'est comme ça. Puis, le Québec a une histoire à rebâtir au niveau des spiritueux. On en avait avant, il n'y en a plus. Il y a toutes sortes d'histoires là, il y a toute une histoire pour nous dire pourquoi. Mais là, on rebâtit une histoire du spiritueux au Québec. Puis moi, je crois sincèrement que dans 5 ans, on va parler beaucoup plus de whisky qu'on parle de gin. Mais, ceci étant dit, le monde du whisky est un monde encore plus vaste que le gin. Bien que j'adore le gin, j'adore le whisky, j'aime tous les spiritueux, ou presque. Fait que, je veux dire, je pense qu'il y a plein de choses, puis il y a plein de belles choses au Québec qu'on peut faire sans, tu sais, je veux dire, avec beaucoup, beaucoup de créativité, sans nécessairement, tu sais, je veux dire, l'Écosse, les États-Unis avec le Bourbon, l'Irlande, tu sais, il y a des histoires du whisky partout dans le monde, mais je pense que le Québec peut faire sa place dans cette histoire-là aussi. Reprendre la place qu'on a déjà eue jadis. Et voilà. Et voilà. La place qu'on a déjà eue et qui était, c'est ça. Oui. Cette place qui nous caractérise si bien. Effectivement, tu as bien raison. Et puis, ben, c'est ça, dans 5-10 ans, tu vois comment à peu près Ubald, là? Ah, mon Dieu! Hein, c'est une bonne question. En fait, dans 5-10 ans, tu sais, moi, je suis... tu sais, j'aime beaucoup les spiritueux, j'aime beaucoup les mettre en valeur, j'aime beaucoup les cocktails. Fait que je pense que dans 5-10 ans, tu sais, on va avoir peut-être 3-4 whisky prêts, matures. Fait que, tu sais, je vois une belle entreprise qui cultive, puis on ne peut pas dire que ce qu'on met comme botanique est 100% d'ici, juste les baies de genévrier, il ne faut pas se leurrer. Là, si toutes les distilleries du Québec prenaient des baies de genévrier du Québec, ben, ça serait la fin de la baie de genévrier au Québec. Fait qu'il faut faire attention à nos ressources. Fait que dans le fond, moi, je souhaite qu'on puisse, dans le fond, faire en sorte que ces ressources-là, ben, on les renouvelle, on en fait. Fait qu'il y a plein de possibilités. Fait que moi, je vois Ubald comme une force dans la fabrication de son alcool à partir des matières premières qu'elle fait pousser. C'est bien, ça. Ben, c'est ça. Puis là, en te projetant comme ça, mais tu sais, bien, ça va me prendre ça, ça va me prendre ça. Fait oui! Tu commences tout de suite à travailler sur qu'est-ce qui s'en vient. Ça s'est déjà commencé. C'est déjà bien avancé, d'ailleurs, à certains niveaux. Ben, c'est super, ça. Y a-t-il d'autres choses que tu veux partager avec nous autres? Que j'ai hâte que vous goûtiez à la vodka de pomme de terre. J'ai hâte que les gens puissent voir toute cette douceur-là. C'est souvent, tu sais, quelques personnes proches, on a fait quelques dégustations, des centaines et des centaines depuis qu'on développe le produit, mais avec le produit qu'on a stabilisé, on a fait, tu sais, on essaie, puis tout ça, puis on a notre... Puis les gens disent tout, hey, moi, jamais j'ai aimé la vodka. Mais là, j'aime ça. C'est bon, c'est doux. C'est un produit qui se boit tout seul sur glace, puis qui se boit seul, là. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que c'est un beau produit qui est... Tu sais, c'est vraiment pas comme une vodka qu'on va penser qui est très prenante ou que l'alcool nous brûle la bouche. C'est pas ça du tout avec la vodka de pomme de terre, la vodka de patate. C'est très doux, c'est très rond en bouche. On pourrait dire, tu sais, c'est légèrement fleuri, là, mais c'est très léger. Mais tu sais, je veux dire, c'est tellement une belle douceur. Tu sais, on a des petites notes vanillées, un soupçon. C'est excessivement doux. Fait que je rajouterais ça parce que moi, c'est ce qui m'a fasciné depuis le départ. Parce que les gens vont dire une vodka, c'est une vodka, mais c'est pas vrai, une vodka, c'est pas une vodka. Il y a des vodkas de pommes de terre, des vodkas de seigle, il y a des vodkas de blé, il y a des vodkas de maïs. Il y a toutes sortes de vodkas. Puis je pense que c'est ce qu'il faut découvrir. Et puis tantôt, tu parlais que dans plusieurs distilleries que tu avais goûté des vodkas de pommes de terre, il y avait des goûts très différents. Toi, tu es allé trouver le goût que tu voulais, qui se démarque. Mais est-ce qu'à l'aveugle, là, moi qui ne connais pas tant ça, je pourrais te dire, ah oui, ça, c'est sûr que c'est de la pomme de terre. Ça goûte-tu encore un peu la pomme de terre ou c'est vraiment juste l'onctuosité que ça apporte, là? C'est l'onctuosité, puis surtout en bouche,
on peut dire un peu, tu sais, souvent, on dit ça dans des dégustations, c'est beurré, là. Fait que, il y a une petite, tu sais, ça remplit, c'est pas comme une vodka de seigle ou quelque chose qui est très seigle, là, où on a vraiment un recul ou un repli en bouche, là. C'est carrément le contraire. La vodka de pomme de terre est très douce. C'est pourquoi moi, je pense que la vodka de pomme de terre va se marier dans des cocktails très souples, très fins. Pas nécessairement des cocktails où il y a beaucoup d'épices. Fait que je pense que ça, c'est important aussi. Puis il se boit très bien seul. Et puis au début, on a commencé en disant que tout ça a parti de ta passion pour les martinis. Est-ce que c'est prévu que vous développiez un vermouth? Ouais, mais au début, moi, j'étais comme, ah non, mais là, tous les alcools qu'on fait, tous les drinks, puis moi, j'étais comme, ah ouais, on fait tout ça. Eh mon Dieu, on fait tout ça. C'est pas non prévu, mais c'est sûr que c'est beaucoup de développement. Puis à un moment donné aussi, on veut pas, on veut rester, comment je pourrais dire, dans notre spécialité. Fait que, tu sais, rendu là, dans les vermouths, là, on s'entend que c'est comme une autre spécialité. Fait que, est-ce qu'on la prend ou on la laisse à ceux qui la détiennent puis qui l'ont bien? Fait que je pense qu'il y a des gens qui font des bons vermouths. On va les prendre, on va les faire des martinis avec notre vodka, puis on va trinquer ensemble pour le moment. Ben, c'est très humble de vous parce que justement, partir avec des bases solides, des produits qui vont être reconnus partout, puis après, rajouter à votre gamme un peu, plutôt que d'essayer de vous pitcher dans tous les sens, puis de ne pas avoir une base solide comme vous allez avoir. Là. Oui, parce que tu sais, souvent les gens s'imaginent, ben, un spiritueux, c'est ça, c'est de l'alcool, c'est ça, oui, mais il y a plein de sous-petits procédés par la suite, de finition, de la macération, de la dilution, faux sucré. Fait que ça, ben, quand on veut le faire comme il faut, le faire bien, le faire dans le respect du produit, de le faire de façon authentique, ben, il y a beaucoup d'efforts à mettre. Fait que nous, on veut les mettre de façon adéquate sur nos produits. Puis après ça, ben, qui sait? Tu sais, je dis pas que ça n'arrivera pas, mettons, quand tu me disais si tu me vois où dans 5 ans. Ben, peut-être que je vais l'avoir mon vermouth. Ça se peut. Ben oui, ben, tu sais, pendant que votre whisky est en train de vieillir, oui, tu remplis des barils, tu sais, pour avoir un roulement, mais là, tu sais, ta vodka est solide, tes gins sont prêts, ton whisky vieillit, mais tu vas peut-être travailler sur d'autres choses. Ouais, puis mes barils de whisky que je vais sortir, je sais ce que je fais avec après. OK. Je sais déjà. J'ai plein d'autres idées. Est-ce qu'on a parlé de quelques petites affaires, mais il y a d'autres choses. Y en a-tu que tu veux tout de suite dire un petit peu? Ah, ben non, mais je veux dire, c'est sûr que nous, on veut mettre à l'avant-plan les producteurs d'ici, tout ça, puis super beaux produits qu'on adore, nous, moi, Hugo et moi, puis ce qu'on fait découvrir souvent, c'est la sérum. Je pense qu'au Québec, on a quelque chose, une belle marque, une belle charte d'un produit extraordinaire. Fait que nous, on a le goût de l'essayer, ce bout-là, cette folie-là aussi. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pas un secret, c'est sûr, c'est mis à travers valeur. C'est encore en lien avec toute notre vision qu'on a, nos valeurs, de mettre à profit, dans le fond, toute notre communauté. Il y a beaucoup d'érablières ici à Port-Neuf. Fait que c'est pas la plus grosse place, mais il y en a beaucoup, beaucoup. Ah ben, ça, c'est le fun. Puis ça, c'est vraiment un produit que, ben, on en parle souvent, qu'ils ne font pas ailleurs dans le monde. Là. Fait que, oui, il y a quelques autres petites places qui peuvent faire un produit d'érable, là, mais il n'y en a pas des tonnes. Le sirop d'érable, ça vient d'ici. Fait que, c'est en ça. plus, si vous travaillez avec le cahier de charge à sérum, mais là, on rentre dans une catégorie vraiment typique que, oui, ça va être à développer pour faire connaître ça aux gens partout sur la planète, mais déjà, le monde au Québec, on commence à développer un petit peu plus le goût pour ça. Oui, puis je pense que c'est quelque chose qu'on doit faire découvrir et mettre de l'avant de plus en plus. C'est un produit extraordinaire. Je veux dire, moi, je pense qu'on a quelque chose d'extraordinaire entre les mains. Là. Fait que des distilleries qui l'ont compris, ça. Ah ben, ouais. Un gros merci, Pascal. Hey, super! C'est sûr qu'à un moment donné, dépendamment de comment que ça évolue avec la pandémie, ben, on risque de passer vous voir peut-être cet été ou quelque chose comme ça. C'est sûr qu'on va goûter à votre comment qu'elle sorte, ton gin cet été à quelque part. Puis on s'en fera peut-être même une petite dégustation live ensemble là, un soir pour
C'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Parce que c'est ce que j'aime le plus de mon métier, déguster. Là, pour ceux qui ne vous suivent pas encore, les façons simples de vous suivre, vous avez plein de beaux vidéos, c'est sur le groupe Facebook. Oui, sur Facebook, sur Instagram. On a un compte YouTube aussi. On a notre site internet ubald.ca. Puis, dans le fond, suivez-nous parce qu'imminemment, on va annoncer plein de choses. Fait que sur Facebook, surtout, suivez-nous, c'est super important. Et puis là, la capsule, le podcast va être diffusé vendredi le 14 mai. Est-ce que votre boutique est ouverte? Non, pas encore parce qu'il n'y a pas de vodka à vendre, mais ça Ben là, une primeur, il faut être ouvert samedi, demain. Oh! Fait que pré-vente de vodka, 2 samedis, donc ce samedi-ci. Puis un autre samedi, là, que c'est juste après toi, Patrick, je vais en discuter, mais c'est sûr que ce samedi-ci, il y a une pré-vente pour notre vodka, oui. Parfait. Donc, samedi le 15, pré-vente à la distillerie. Cool. Exactement. Ben, encore un gros merci. C'était vraiment sympathique. Moi, je te remercie de ton temps. Fait que, ben, bye-bye. À la prochaine. Merci beaucoup, Patrick.